Je n'imaginais pas ce qu'elle soit appelée pour un bébé de 48 heures qui est décédé d'hypothermie dans une tente. Et je m'y attendais pas du tout. Ça, il commence à mourir d'hypothermie. Il commence à mourir de faim. C'est très compliqué. C'est très très dur. Même quand je dis c'est une catastrophe, j'ai l'impression que le mot est trop faible. C'est beaucoup plus qu'une catastrophe. On est plus loin que la catastrophe. Enfin, moi j'y suis allée en me disant mais j'ai pas de religion, j'ai pas de politique, je veux juste aider l'humain. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pareil pour eux. Ils ont juste besoin d'humains en fait. Ils ont pas. À aucun moment ils parlent ne serait-ce que dire le mot Hamas, je ne l'entends pas, je parle arabe. Ils n'en parlent même pas. Ils parlent de leur mort, ils parlent de la situation, ils parlent de la guerre, ils parlent des Israéliens, pourquoi ils nous aiment pas, pourquoi ils nous font ça, ils comprennent pas. Et puis la chose qui m'a aussi touchée, c'est qu'ils ont fabriqué des sortes de feux d'artifice, des faux, comme des pétards en fait. Et de temps en temps, en fait, ils réunissent tous les enfants, ils n'en ont pas beaucoup, et ils font péter les pétards pour faire peur aux enfants que les bombardements qu'on entend, ce sont d'autres quartiers, d'autres enfants. Vous voyez ? Pour pas qu'ils aient peur. Là, samedi, ça a particulièrement bombardé autour de l'hôpital. C'est vraiment le jour où j'ai eu le plus peur sur les 15 jours. Parce que je vois que ça bombardait, je sursautais, on me disait It's not close, don't worry man, it's far. Non, ba'id. On essayait de me calmer comme ça, mais samedi, non, l'hôpital a tremblé, il y a des télés qui sont tombées, enfin voilà, des télés qui ne fonctionnent pas évidemment. Et les enfants ont paniqué. Il y a eu un vent de panique, les enfants ont commencé à hurler, à pleurer. Et en fait, les adultes, leur réflexe, on dirait qu'ils étaient préparés. Ils ont pris tous les enfants, ils ont fait une ronde et ils ont chanté la chanson Arab Sam Sam Arab. Ils sont en train de faire bombarder, l'hôpital a bougé. Et le réflexe des adultes a été de chanter Arab Sam Sam avec les enfants et de faire une ronde rapide pour que leur voix couvre ce qui se passait. Ils dorment. Voilà comment ils dorment. Dans l'hôpital, on ne peut plus traverser. C'est-à-dire que si je dois emmener en urgence un patient entre les urgences et la réanimation, je suis obligée d'envoyer une ou deux personnes pour libérer le passage, les réveiller, on les réveille, les bébés, etc. pour faire un passage pour passer le brancard. Il me dit ma maison a été fouillée, ok. Il pense que je suis pro-Hamas. Mais ensuite, elle a été saccagée. Il m'a montré les murs, je l'ai. Hein. Les murs ont été cassés. Et pour finir, ils l'ont brûlé. Ils finissent par brûler la maison. Donc ça, c'est sa rue. Ça, c'est sa rue. Il n'y a plus d'asphalte. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'asphalte, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien du tout. Ils arrivent en hurlant, ils le posent, vous écoutez, et puis vous leur dites en arabe il est mort, et ils repartent avec. Donc ça dure 30 secondes, en hurlant. Donc ça, c'était le matin très tôt. Ma journée était aux urgences, et ça se calme vers 17h. C'était où à l'hôpital européen. Le dernier hôpital qui fonctionne à peu près correctement, c'est le dernier. Il y a beaucoup de gens qui viennent Énormément. On était entre 200 et 300 personnes par jour, juste sur la journée. Juste sur la journée, on était entre 200 et 300 personnes par jour. Ouais, qui fait un passage, c'est horrible. Des patients qui vont mieux, qui vous demandent de sortir, vous supplient, s'il vous plaît, trouvez-moi quelque chose parce que j'ai pas où aller. Vous voyez, je suis en sécurité avec vous. Donc toujours est-il que la journée était, la matinée était vraiment très chargée aux urgences parce que on s'occupait des patients qui avaient été bombardés durant la nuit mais qui ne pouvaient pas sortir. Donc sur la matinée, elle était extrêmement chargée et puis ça se calmait un peu l'après-midi le temps qu'on ait réussi à gérer. Mais on est tellement c'est tellement tendu que par exemple, un patient qui est arrivé la veille, qui va passer au bloc, il attend entre 3 et 52 jours maximum qu'on a eu que Mamoun a opéré. 52 jours d'attente pour une opération qui en France aurait été une urgence. Vous voyez ? Donc les patients attendent. Les patients qui attendent, on n'a pas le personnel nécessaire ou adéquat ou en nombre pour les soins. C'est-à-dire qu'on va prescrire des antibiotiques pour commencer, des antibiotiques, des antalgiques, et il ne faut pas les recevoir parce qu'on gère les urgences qui arrivent, les urgences immédiates, les urgences qu'il faut mettre au bloc urgemment, amputer urgemment. Là hier, un de mes derniers patients de la journée, c'est un patient qui est arrivé avec une jambe totalement délabrée et l'autre jambe complètement découpée, plus de jambes, jusque sous le genou. Il a plus de jambes. Donc garrot en urgence, prise en charge, il était hypotendu, donc forcément pas de veine, il a fallu poser une voie centrale en urgence, dans des conditions d'hygiène qui sont absolument innommables. Non, c'est très compliqué. Il manque de tout. En fait, il manque de soins primaires, c'est-à-dire que l'hygiène de base, c'est-à-dire se laver,
ne serait-ce que se brosser les dents. C'est pas possible. Quand vous avez des médecins, réanimateurs, chefs de service, des urgentistes qui vous disent Iman, est-ce que tu peux me laisser ton shampoing? Et une autre qui vient me dire discrètement est-ce que tu aurais du déodorant, mais qui en même temps vous montre des vidéos de leur maison qui étaient des villas extraordinaires avant cette guerre et qui se retrouvent à quémander du déodorant. C'est fou, c'est fou. Donc les produits d'hygiène sont pas accessibles. Donc ça commence par là. On va parler des personnes qui vont bien physiquement. Il y a la gale, il y a le Covid, et puis moi j'ai perdu 2 patients, 2 jeunes. Je ne parle pas des personnes âgées malheureusement parce qu'elles ne sont plus prioritaires. Je vous parle des jeunes. Un patient de 21 et un patient de 23 ans qui est décédé du Covid. On ne peut pas qu'il arrive trop tard. Pas maintenant, c'est plus possible. Alors il y a la gale, il y a toutes les maladies liées à la promiscuité. Et puis ensuite, les patients qui sont malades, on a aux urgences un patient qui revient, qui n'a jamais fait son pansement en 10 jours, donc il vient, il y a des vers. Il avait des vers dans sa plaie. Donc là, on donne manger, nous on l'a commandé, on l'a eu, eux, une bouteille d'eau. On leur donne une bouteille d'eau, ils dansaient. Les enfants, je leur donnais une bouteille d'eau, ils criaient mon nom. Voilà, moi j'ai amené des soupes en poudre. Je me suis dit, commando, j'ai pris des nouilles chinoises asiatiques et des soupes en poudre. Et j'ai acheté une bouille. Avec un chargeur, moi j'étais dans mon côté. Et j'ai posé des soupes. C'était pas beau à voir. Ils se sont jetés dessus. C'était pas beau à voir. Et puis il n'y a plus de niveau. C'est-à-dire que le petit employé qui est volontaire, qui vient pour aider à emmener un document du bureau A au bureau B, et mange dans la même assiette et de manière frénétique, de la même manière que le chef de service qui avant était bonjour, on ouvrait la porte, etc. Ils vivent tous dans le deuil, ils vivent tous les mêmes émotions, du coup ils sont tous au même niveau et ils se soutiennent. Moi là je suis vraiment... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué là, je suis... Pas d'eau potable, ils n'ont plus de réseau. Il n'y a plus de réseau. Ils n'ont que la Wi-Fi qu'ils arrivent à capter par moment, pour certains. Mais là, quand on est arrivé, ils sortaient de 8 jours sans contact téléphonique avec leurs proches. Donc quand le réseau a été rétabli au bout de 8 jours, c'était la surprise. C'était un Kinder Surprise. C'est ceux qui arrivaient à joindre leur famille et ceux qui les ont perdus pendant 8 jours et qui ne le savaient pas. Donc on est arrivé dans ce contexte-là. Oh, c'est compliqué. Ça va être compliqué, je pense, pour les prochaines équipes aussi, ce qui commence à se rapprocher de l'hôpital. Sur les 15 jours, moi, je l'ai senti. La fréquence des bombardements, la fréquence du passage des drones. Le drone, c'est tout le temps. Le bruit ne nous a jamais quittés. Mais en fait, parfois, on le sentait plus bas. Donc, quand il était plus bas, le bruit s'intensifiait. Donc, ils vivent avec ça. Et là, en 15 jours, j'ai vraiment vu l'intensité du passage des drones. Je l'ai vu pour la première fois vraiment ce matin. Et l'intensité des bombardements et la fréquence aussi. On a un souci sur la fréquence. Sur la fin, là, l'hôpital, ce serait catastrophique qu'il se rapproche de l'hôpital. Ce serait catastrophique. Parce qu'il y a trop de monde dedans. Ils ont une capacité de 300 lits. Ils sont actuellement à plus de 1000 patients qui ont un lit enregistré. C'est-à-dire qu'il y a des patients dont on s'occupe qui ne sont pas enregistrés. Qui sont par terre ou qui se mettent à 2 dans un lit parce que 2 de la même famille ont été touchés. Donc l'un est enregistré et pas l'autre. Donc forcément, il y a beaucoup enregistrés, ils sont à plus de 1000 patients. Et après, tous ceux qui vivent à l'intérieur. Moi, depuis le début de ce qui se passe, j'arrive pas à regarder les photos, les vidéos. J'essaie de pas savoir. Je sais juste qu'il se passe quelque chose de grave. Et en fait, ça a vraiment été un concours de circonstances parce que moi, je suis infirmière en réanimation aux urgences. Et eux ne cherchaient que des chirurgiens ou des médecins. Et en fait, j'ai dit au docteur Salem, je lui ai dit, écoutez, j'ai une grande expérience en réanimation. Je peux être polyvalente. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Mais je ne m'étais pas imaginé partir en temps de guerre intense. Je m'étais imaginé qu'il y aurait mon nom sur une liste et que je partirais dans quelques mois. Et quand il m'a appelé en ordre de mission, je me suis posé la question, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai une famille. J'ai été égoïste et je me suis dit, c'est le destin. C'est pas l'égoïsme, c'est le plus grand sacrifice qu'on puisse faire. Donc par rapport à mes filles, je l'ai été du coup parce que en partant, j'ai fait un testament, quoi. J'ai été voir un notaire pour donner mes dernières volontés. Donc c'est que quelque part, je m'attendais à mourir. Et j'étais pas du tout rassurée. Le trajet, voilà. Et j'y suis allée en me posant pas de questions, en me disant je vais aller soigner des êtres humains.
Et je vais pas savoir Israël, Hamas, tout ça, je n'en sais rien, je ne connais pas l'histoire. Je veux soigner des humains, c'est-à-dire que si moi, MSF m'avait appelé pour aller soigner en Israël, j'y serais allée, je veux soigner l'humain. Je m'en fiche. Il y a des victimes qui manquent de moyens, qui manquent de matériel, qui manquent de liens humains, qui manquent de mains. Je suis quelqu'un d'énergie. D'habitude, j'ai beaucoup d'énergie positive. Et je me suis dit, je vais au moins leur emmener ça. Mais j'y suis allée un peu de manière candide. Je ne sais pas si c'est une erreur. J'y suis allée de manière un peu candide sur certaines choses. Je pensais être préparée. Et finalement, je me suis vraiment blindée et préparée à la catastrophe humanitaire concernant les patients, mais pas concernant les collègues avec lesquels j'ai noué des liens très très forts. Donc là, c'est très compliqué. Beaucoup d'orphelins, c'est assez compliqué.